On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'exposition « Elles sortent de l'ombre ». Elle vient d'être élue députée, ça fait moins de 6 mois. Audrey Bogmans, députée d'Iberville. Parlons d'enjeux, parlons de défis pour la nouvelle députée d'Iberville, Audrey Bogmans, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Encore le titre de nouvelle, ça fait pas un an. Et voilà. Bon, fait quoi, presque 6 mois? Oui, pas tout à fait. Bon, évidemment, on s'est vu durant la campagne électorale, on s'est vu après, l'euphorie, c'est l'élection, on gagne, après ça, la formation, après ça, le temps des fêtes. Là, le vrai travail a fini par commencer. Oui. Session parlementaire, les mandats, les défis, également les nouveaux ajouts au niveau des tâches, des responsabilités. Quel est le bilan que vous tracez après presque 6 mois à œuvrer comme député? En fait, on a toujours annoncé nos priorités en campagne électorale. Et puis, pour moi, c'était essentiel de les mettre en chantier dès mon arrivée. Donc, je dirais que les projets qu'on a annoncés sont sur les rails, on avance. L'équipe aussi est formée en place, est solide. Donc, on avance bien. Puis, c'est vraiment... Au début, c'est sûr qu'on développe notre réseau de contacts aussi, que ce soit avec les réseaux dans les cabinets, nos collègues. Mais là, maintenant, on est capable d'attacher tout ça. Est-ce que rapidement, quand on arrive comme ça, quand on vient d'être élu, bon, tout le monde nous appelle pour nous féliciter, c'est bien, c'est gentil, mais est-ce que rapidement, vous sentez aussi que les gens, ils veulent rapidement se mettre à la file, disons, des dossiers, des enjeux pour dire, bien là, j'avais parlé de ça avec l'ancien député, j'aimerais ça t'en parler. Est-ce que rapidement, les gens font la file à la porte là, pour se placer, disons, dans l'ordre de priorité de la députée? Définitivement, mais c'est pour ça qu'on est là. Ouais. T'sais, on est en quelque sorte un service d'urgence. Puis quand il y a des problèmes qui s'enchaînent puis que les gens ont de la difficulté à les résoudre, bien, on est une porte d'entrée pour les aider, les accompagner. Puis je trouve que c'est notre rôle premier, puis c'est la chose la plus importante, d'être disponible puis d'assurer les suivis. Puis tantôt, quand je parlais de trouver mes marques puis les bons contacts, c'est de ça que je parlais, parce que c'est essentiel pour pouvoir faire cheminer puis faire des suivis aussi dans les dossiers. Ça fait pas très longtemps que vous êtes élu, mais déjà, avez-vous pu ou même régler des fois des urgences ou certains problèmes qui sont arrivés à votre bureau? Énormément, ouais. oui. Puis moi, je trouve que c'est une des plus belles surprises, en fait, que j'ai. C'est que pour le citoyen, on est capable de faire une différence. Puis souvent, quand on sort, par exemple, là, un dîner de FADOC, par exemple, on s'en va là pour socialiser, dire bonjour. Mais en réalité, on sort de là avec 4-5 codes comptés, juste par notre présence. Puis ça, je trouve ça vraiment enrichissant parce qu'on est capable... Tu sais, puis quelqu'un, par exemple, qu'on rencontre... qui a une prescription pour son conjoint, par exemple, pour avoir de l'aide, un auxiliaire de l'infirmière à la maison, mais qui a eu peur d'aller la déposer, de peur que ce soit comme une inspection, puis que sa femme finisse par aller avoir une recommandation d'aller en CHSLD. Donc, il faisait tout lui-même. C'est d'être capable de démocratiser les services, s'expliquer. On est capable de faire beaucoup. Mais c'est important de le dire parce que des fois, les gens, bon, ils voient le rôle du député... dans des événements, à l'Assemblée nationale, mais des fois, on sous-estime le travail du bureau de comté, les cas de citoyens dont on parle peu ou pas dans les médias, parce qu'en même temps, aussi, il y a des cas qui sont confidentiels là-dedans, mais ça passe chez vous, là, ça passe au bureau du député. Là. Oui, exactement. Pour X, Y, Z, par exemple, quelqu'un, encore une fois, pour une personne âgée, pas capable de se faire rembourser les couches pour telle raison, mais c'est le prix d'un loyer en couches mensuellement. Donc, ça, c'est des choses qu'on est capable souvent de régler selon c'est quoi l'ampleur puis le dossier en arrière, là, mais qu'on est capable d'aider. Ça, je trouve ça très, très gratifiant. Pensiez-vous qu'il y avait autant de ce genre de cas-là dans un bureau de député? Oui. Oui, vous le saviez? Oui. On vous l'avait dit. Mais je ne savais pas à quel point il y aurait de l'écoute. Du politique, certainement, mais de la machine, et oui, l'écoute est là. Là, on vous a confié différentes tâches et responsabilités. Bon, au lendemain de l'élection, on vous avait déjà confié un certain mandat. Là, on vous ajoute celui avec la ministre Fréchette. Expliquez-nous un peu, au-delà du rôle de député d'Iberville, quels sont les autres mandats que vous avez comme parlementaire? Exactement. Le premier est adjointe au ministre de l'Agriculture pour le bien-être animal. Donc, M. Lamontagne, dès son élection au mandat précédent, a mis en place vraiment une mise à jour des règlements pour l'application du bien-être animal pour que ça reflète, dans le fond, les valeurs de la société actuelle par rapport à nos chiens, nos chats, nos animaux de compagnie, mais aussi les chevaux, par exemple, à Montréal et tout ça.
Et puis maintenant, on arrive tout près de l'application du deuxième règlement, la deuxième mise à jour. Et puis, dans le fond, moi, mon rôle, c'est de s'assurer que le déploiement de tout ça, ça rime bien avec les partenaires du milieu, puis qu'on travaille en concertation, puis que ce qu'on fait soit vraiment, vraiment en ligne, là, puis que tout le monde soit ensemble pour le bien-être, puis vers le même objectif, dans le but d'améliorer tout ça, là, puis que ce soit en lien, bien entendu, avec les objectifs du règlement. Donc, on est en consultation, en rencontre, puis on veut vraiment arriver à un beau résultat. Bon, parce que dans le dossier du bien-être animal, on va se le dire, le Québec avait, disons, un certain retard par rapport à d'autres législations au Canada. Au niveau du respect des animaux domestiques, les chiens et les chats en même temps, mais même les chevaux également. Là, je sens qu'il y a eu de l'avancée là-dessus, mais donc on sent, exemple, qu'une députée est appelée à travailler avec son ministre pour faire avancer ce dossier-là. Bien, ce sont, dans le fond, des dossiers précis qu'on vient, dans le fond, aider au ministre, puis nous autres, on est capable de se concentrer sur ce dossier-là en lien avec l'équipe ministérielle. Donc, c'est vraiment ce que c'est. Puis c'est la même chose au niveau de l'immigration. Je suis à la régionalisation et l'intégration parce que ma collègue de Laval, elle est vraiment au niveau de la francisation. Donc, on se complète énormément. En ce moment, on fait des tournées régionales. Bien, en fait, ce pas des tournées, c'est des rencontres régionales qu'on fait avec la ministre pour voir, parce que bientôt, on va faire une planification pluriannuelle. Celle qu'on a actuellement expire en 2023, puis on veut faire la nouvelle de 2024, mais de prendre en compte l'unicité de chaque région, puis de faire le développement de l'immigration selon leurs valeurs, leurs objectifs, leurs besoins aussi, puis les besoins du secteur. Donc, on rencontre les entreprises, le milieu municipal et le communautaire pour arrimer tout ça. Donc, on fait vraiment, avant même une commission parlementaire qui, à la base, rencontre des gens qui ont déposé des mémoires, la ministre a décidé d'aller plus loin que ça. Puis, on se partage les rencontres, Valérie et moi, pour accompagner la ministre. Qu'est-ce que ça vous fait de pouvoir jouer un rôle auprès du ministre Lamontagne, de la ministre Fréchette, au-delà du rôle de député d'Iberville? Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, comme député, d'avoir à jouer des rôles auprès de ces deux ministres? Bien, en fait, moi, je suis venue en politique pour faire avancer les choses au maximum, pour mon comté, mais pour le Québec aussi. Puis je trouve que c'est des chances uniques de contribuer à la société, puis des choses qui nous apportent à nous dépasser soi-même, puis à aller plus loin. Au niveau de la régionalisation, c'est quand même important parce que pendant des années, il y a eu des fermetures de direction régionale. Tout était centralisé à Montréal. On accueillait 100 des nouveaux arrivants à Montréal. Là, maintenant, on accueille dans les régions. Puis on veut développer la carte de visite de chacune des régions pour pouvoir accueillir directement là, en région avec les besoins. Puis je trouve que c'est en ligne avec ce qu'on a toujours fait à la Chambre de commerce, par exemple, ou dans ma vie avant d'être en politique. Fait que ça, je trouve ça bien intéressant. Parlons d'un enjeu qui a une facette multiple. On parle d'immigration, francisation. On pourrait parler de pénurie de main-d'œuvre. On pourrait parler de pénurie de main-d'œuvre et des immigrants dans le monde agricole, que vous connaissez bien, surtout dans le comté d'Iberville. Pas plus tard qu'hier, on avait à notre production d'hier un représentant de la Fédération canadienne de l'entreprise qui regardait ça et qui disait, regardez, au Québec en ce moment, il nous manque 25 000 immigrants pour combler les besoins de main-d'œuvre. Puis juste en Montérégie, on parle de pas loin de 5 000 immigrants manquants pour les besoins de main-d'œuvre. Puis là-dedans, il y a aussi de la main-d'œuvre pour l'hôtellerie, la restauration et beaucoup pour le monde agricole que vous connaissez. Quel est le regard que vous portez sur cet enjeu-là en ce moment? Bien, en fait, quand on parle de ça, on parle de capacité d'accueil. Puis une capacité d'accueil, ça se travaille, ça se déploie, puis il faut aller aux racines de ça. C'est d'où les rencontres régionales qu'on fait. Parce que faut voir, est-ce que c'est le logement d'abord? En Gaspésie, c'est encore plus criant qu'ici, par exemple. C'est sûr que eux autres, les arrivées d'infirmières là, qu'on a, par exemple, on a la chance d'accueillir une cohorte d'infirmières en ce moment au cégep de Saint-Jean. Bien, là-bas, ils ne sont même pas capables de les recevoir, là, puis alors qu'il y a un besoin encore plus criant d'infirmières qu'ici à l'hôpital, mais ils sont obligés de les reporter dans le temps que le logement puisse se déployer. Donc, puis ici, c'est d'autres enjeux. Donc, je trouve ça drôlement important d'aller à la rencontre des autres pour être capable, justement, de travailler la capacité d'accueil selon les urgences et les priorités. J'ai l'impression, quand on parle de cet enjeu-là, c'est comme un peu l'histoire du chien qui se mord la queue. C'est-à-dire que oui, on a des pénuries de main-d'œuvre. On voudrait plus d'immigrants, mais en même temps, est-ce qu'on a la capacité de les accueillir? Est-ce qu'on a des logements abordables pour les loger? C'est tout ça. Puis là, il y a le chemin Roxham à travers ça. Puis il y a beaucoup de choses en même temps. Puis on se dit, est-ce qu'un jour, on va voir la lumière au bout du tunnel? Oui, bien, définitivement que tout ça est un tout.
Mais oui, vraiment. Et l'immigration est certainement une partie de la réponse au niveau de la main-d'œuvre, mais je ne pense pas que c'est la seule réponse non plus. Puis nous, c'est de regarder comment ça peut être une solution. Une famille qui arrive ici, que la famille en entier soit une solution pour le Québec. Bon, la pénurie de main-d'œuvre, c'est à la grandeur du Québec, mais regardons principalement le monde agricole que vous connaissez, surtout dans Iberville. Qu'est-ce que les agriculteurs vous disent en ce moment dans leurs enjeux, dans leurs besoins de main-d'œuvre et ou de l'immigration? Oui, bien, en ce moment, c'est énormément des travailleurs étrangers temporaires qui sont issus de l'immigration. Il y a une demande, je pense, pour que certains travailleurs, particulièrement ceux qui ont de l'historique ici, qui performent bien, qui puissent venir avec leur famille et s'établir de manière permanente pour éviter justement, ou au moins allonger les contrats, par exemple, de 1 an ou 2 ans vers 3, 4 ans. C'est certaines mesures comme ça qui permettraient d'alléger la paperasse à tous les niveaux, mais aussi les efforts de l'entreprise dans l'accompagnement, puis de permettre aussi que ces familles-là puissent contribuer à l'économie du Québec, parce que là, en ce moment, il y a beaucoup d'argent qui sort vers l'étranger, mais alors qu'ils sont absolument essentiels pour la survie des industries. Là. Bon, vous avez dit au début de l'entrevue, bon, on a un plan, on a une vision, on a un programme. Alors, regardons ça dans le moyen-long terme. Qu'est-ce qu'il y a sur votre radar, là, disons, dans les prochaines semaines et les prochains mois, dans les enjeux du comté d'Iberville que vous souhaitez faire évoluer? Bien, premièrement, on ne passera pas à côté de l'eau à Clarenceville, là, bien entendu. On suit ça depuis le début. Prochainement, au courant du mois de mars, d'ailleurs, on fait venir M. Alexandre Dupont, un athlète qu'on veut rendre honneur. On fait une minute de député pour lui. Puis par la même occasion, on fait venir le maire de Clarenceville pour l'honneur. Puis on a organisé une petite rencontre informelle avec la ministre aussi des Affaires municipales pour pouvoir sensibiliser davantage puis arrimer les dossiers pour accélérer la vitesse de ça. Écoutez, le MTQ dans une zone rurale comme la mienne est essentiel. Donc, grâce à la ministre Guilbeault, dans le fond, elle nous a rendu très, très, très accessibles les gens du cabinet. On a des rencontres, je dirais, au moins une fois par mois, en personne, à l'Assemblée, avec les gens qui l'accompagnent. Donc, on est vraiment capable d'assurer un suivi serré, puis ça donne des résultats. Tu sais, déjà, on a pu mettre davantage de sécurité dans certaines coupes, par exemple à Rougemont, alors que ça faisait des années qu'ils l'attendaient. Le viaduc de la 227 qui est bloqué. Il rouvre quand? Oui, c'est supposé Moi, être je la passe fin là avril. souvent, mais là, ça fait 1 an que je n'ai pas passé. Oui. J'ose même pas m'aventurer. Ça rouvre quand, ça? On le sait-tu? Ça devrait être fin du mois d'avril. Ah ouais? L'essentiel, c'était de recevoir la fameuse poutre en acier spécialisé. On l'a reçue. Ça fait déjà un petit bout de temps. Elle est dans le cours chez vous, c'est ça? Non, c'est ça. Donc là, bientôt, on va pouvoir l'installer. Puis à partir du moment que ce sera là, ça va ouvrir. Mais c'est sur une panoplie d'affaires, les pistes cyclables et tout ça. Donc, on est vraiment à pied d'œuvre et on a un suivi absolument tous les semaines là-dessus. Revenons sur l'eau potable à Clarenceville, qui est vraiment un des dossiers très, très prioritaires dans Iberville. C'est quoi les prochaines étapes, dans le fond? Bien, dans le fond, nous autres, au gouvernement, on a toujours dit que l'accès à l'eau potable, surtout pour Clarenceville, c'était absolument essentiel. Nous autres, on a fait beaucoup de sensibilisation au niveau aussi du MAMACH, là, du ministère des municipalités, pour pouvoir, des affaires municipales, là, pour accueillir ça. Là, on est vraiment en travail avec la municipalité pour les aider, les accompagner dans le dépôt des documents qui sont attendus. OK. Pour, ultimement, effectuer des travaux en conséquence au niveau du réseau local, c'est ça? Oui, c'est ça, bien, pour pouvoir aller de l'avant avec les travaux, définitivement. OK. Donc, là, on est à l'étape où on aide la municipalité à terminer le dépôt de ses documents. Exactement. OK. Puis après ça, évidemment, ça suivra. Est-ce que du côté, on sait que la ville de Saint-Jean est sur 2 comtés, Saint-Jean avec Louis Lemieux et vous, du côté d'Iberville. Du côté d'Iberville, il y a toujours ce fameux dossier ou enjeu là, de l'eau potable aussi, mais le long du chemin des Patriotes, au nord du pont Marchand. Est-ce que là aussi, est-ce qu'il y a des développements? Avez-vous des requêtes ou des demandes spéciales de la part de la ville? Bien, en fait, on fait une table politique en lien avec le chantier 2025. Donc, on a vraiment une table des élus fédéral, provincial et municipal. Ça fait partie des choses qui sont discutées à ce moment-là. T'sais, nous autres, c'est de s'enligner aussi avec les volontés municipales puis d'accompagner. Tantôt, ce qu'on disait pour Clarenceville, l'accompagnement dans tout ça, c'est un rôle essentiel qu'on doit jouer. Puis c'est comme ça qu'on se positionne aussi dans ce dossier-là. Là, on accompagne. Bon, en terminant, je me rappelle, en campagne électorale, vous aviez aussi certains enjeux sur les places en garderie. Oui. Est-ce que ça aussi, ça demeure encore sur le radar? Définitivement. Puis à cet égard-là, dans le fond, moi, j'ai fait une demande à Mme Suzanne Roy, là, la ministre de la Montérégie et de la Famille. Elle sera de passage à la Chambre de commerce et on pourra rencontrer aussi avec les instances du milieu, y compris du Richelieu, mais de Rouville aussi,
pour parler de nos enjeux, puis de ce qu'on peut faire, puis de ce qui bloque, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la donne ici. Donc, moi, je suis pas mal fière là, que, tu sais, dans l'intérieur de ma première année, je sois capable de recevoir Mme Suzanne Roy, puis la mettre en lien directement avec les acteurs de mon milieu. Au niveau de Lionel Carman, en fait, c'est la même chose. Au mois de mai, il devrait passer du côté d'Iberville pour pouvoir rencontrer puis voir qu'est-ce qu'on peut faire, aider davantage au niveau de l'itinérance, au niveau du stress à l'école, au niveau de toutes les instances de services sociaux. Je trouve qu'on a une belle écoute. Ouais. On a bien développé des choses. Puis c'est le fun parce qu'avec les commissions parlementaires aussi, à l'Assemblée nationale, on est sur une panoplie de sujets, puis on est en contact avec une panoplie de ministres, puis ça nous permet d'échanger sur nos enjeux. Audrey Bogmas, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle avec un gars du PGA Tour. Absolument. Étienne Papineau qui a performé l'année passée. Il s'envole vers l'Arizona bientôt. Ne manquez pas ça. Exposition gratuite chez Artaud jusqu'à la fin du mois, en fait jusqu'au 26 mars. Elles sortent de l'ombre. Notre invitée pour en parler, c'est l'instigatrice du projet, Lise Lalonde. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. On est aussi dans la thématique de la Journée internationale du droit des femmes du 8 mars, qui s'étire et qui se prolonge tout au cours du mois de mars. Mais parlez-nous un peu de l'objectif de ce projet-là. À la base, c'est d'ailleurs la 2e édition. Parlez-nous un peu de l'année passée. Qu'est-ce qui vous avait guidé pour créer ce projet-là au juste? Mais le projet est parti du fait que les femmes artistes, on fait des hommages à les femmes partout dans toutes les sphères d'activité, mais les femmes artistes, on n'en voit pas beaucoup qui sont célébrées, malgré qu'ils ont travaillé beaucoup puis qui ont été dans l'ombre, justement. Alors, c'est de là que ça partit. Pourquoi on ne célébrait pas les femmes artistes? Fait que l'année passée, on avait mis le thème « Regard de femmes ». Et ça a parti, mais il y avait encore un peu de pandémie. Alors, vu qu'on organise ça plusieurs mois d'avance, on devait faire des activités autour de du vernissage, mais ça n'a pas pu avoir lieu. Alors, on n'a fait que le vernissage, malgré que ça a bien été tout ça. Mais toutes les activités autour avaient été abandonnées parce que... pour des raisons qu'on connaît. J'aime bien le terme. On avait encore un peu de pandémie. Puis le pire, c'est que ça fait un an, mais le cerveau est bien fait. On dirait que ça fait 1000 ans. On veut l'oublier. On veut oublier. Mais je comprends que pour vous, l'année passée, c'était pas évident à cause de ce contexte-là. C'est ça. Mais en même temps, ce que je trouve intéressant, parce que, on parle des femmes artistes, puis même dans le domaine littéraire, il fut un temps où il y avait ce qu'on appelait des ghost writers, donc des femmes qui écrivaient, mais dans le fond, sous le pseudonyme d'un masculin. Dans le monde de la peinture, la même chose aussi. Donc, des toiles qui étaient signées par des hommes, mais qui, dans le fond, étaient créées par des femmes. Mm-hmm. Ça fait pas 1000 ans de ça, là. Non. Dans l'histoire de l'humanité, là. Non, c'est... Puis encore aujourd'hui, vous sentez que les femmes n'ont peut-être pas encore toute la place qu'elles méritent? C'est mieux que c'était, comme dans tous les milieux, en fait, là. Mais c'est sûr que ça a été difficile. Puis c'est grâce à ces femmes-là qu'aujourd'hui, on est rendu où on est rendu, parce qu'ils étaient toutes dans l'ombre. Ils étaient même annulés, parce que à cause de leur mari, celles qui l'ont fait, qu'on a connues, mais c'est parce que soit leur mari ou leur père leur a permis de peindre. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas le droit d'aller dans des écoles, il n'y avait pas le droit de rien faire, puis on leur donnait le droit de peindre des fleurs, pas plus que ça. Alors, ils ont tracé le chemin, en fait, pour nous maintenant, pour le monde contemporain. D'ailleurs, que ce soit des hommes ou des femmes, il y a aussi beaucoup d'artistes qui sont dans l'ombre tout court. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont du talent et qui, à un certain moment, se font dire par leur entourage « Hey, ça ne tente pas d'exposer. Ah non, je suis pas sûr. » Il y a beaucoup d'artistes qui, dans leur âme intérieure, sont déjà dans l'ombre à la base. Oui, oui, parce qu'étant artiste, on travaille dans nos ateliers, habitués seuls de travailler. Mais à un moment donné, tout ce qu'on fait, tout ce que les artistes font, il faut que ça soit montré. C'est une façon qu'ils ont de s'exprimer. Alors, on ne s'exprime pas par la parole, on s'exprime par nos œuvres. Et c'est le moyen là, qu'on a pour le faire. Bon, et puis là, cette année, donc, dans cet espace de la coopérative Artaud, qui est au 37 de la rue Saint-Jean, ici même dans le vieux Saint-Jean, là, pour la 2e année, vous avez quoi, une trentaine d'artistes participants? Tout à fait. 30 artistes. Il y a des peintres de toutes les activités artistiques, en fait. La photographie, l'installation, la peinture, la sculpture.
Alors, l'écriture aussi, parce qu'il y a des auteurs qui participent. Ils se sont inspirés aussi de femmes artistes pour écrire leurs œuvres. Et là, vous avez même 2 hommes. Oui. Comment ça? Bien, 2 hommes qui ont célébré aussi, rendu hommage à des femmes artistes. Parce que je voyais les noms de Roger Alexandre et de Luc Archambault, Oui. donc, qui participent aussi donc, à cet événement-là. En quoi c'est important de se donner des défis, de sortir de sa zone de confort, de s'imposer des affaires? En quoi c'est important d'aller vers ça? Bien, parce que ça nous apprend à aller plus loin. Une fois que, moi, par exemple, j'ai pris une artiste qui était au début du siècle, et j'ai commencé à regarder ça, puis c'était pas du tout ce que je fais habituellement. Mais en regardant, ces couleurs-là, ça m'intéresse, ces formes-là, ça m'intéresse. Puis là, bien, ça me force à faire quelque chose de nouveau. Et par après, bien, je garde peut-être de ça, pas sa façon, parce qu'on copie pas, là, mais on garde quelque chose après qui nous guide vers autre chose. Fait que c'est motivant. Prenons votre propre exemple. Quel est votre propre style habituel et celui duquel vous vous êtes inspiré? Moi, c'était plutôt abstrait. Puis c'est une surréaliste, vraiment quelque chose qui se peut pas, là, hein? Des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire, du rêve, de l'imagination. Fait que c'était bien intéressant d'explorer ça. Puis j'ai vu aussi tous les artistes, parce que moi, ils m'envoyaient leurs notes. Avez-vous découvert des choses insoupçonnées? Oui, j'ai découvert plein d'artistes là, que je connaissais pas. Puis on dit qu'on a étudié en art puis qu'on connaît quand même tout ça. Mais il y a plein de femmes artistes là, qu'on connaît pas puis qui étaient très talentueuses. Est-ce que c'était un défi imposé, suggéré? On laissait libre choix aux gens de s'inspirer de qui ils voulaient? Ou... Oui, le défi, c'était de nous faire connaître, en fait, une femme artiste peut-être qu'on connaît peu, parce que c'est des femmes qui ont exposé à New York, en Inde, peu importe, mais qu'on connaît pas, qui n'ont pas été nécessairement dans les musées ici au Québec. Alors, c'était ça le défi, puis c'était pas évident. Fait qu'on apprend durant l'exposition. Beaucoup de gens m'ont dit, bien, on va revenir parce qu'on veut apprendre, on veut savoir de qui est-ce que ces artistes-là se sont inspirés. D'ailleurs, là, les gens qui vont aller visiter cette exposition-là dans les locaux d'Artaud jusqu'à la fin du mois, de ce que j'ai compris, vous avez aussi un code de QR sur chacune des œuvres où les gens peuvent, avec leur téléphone, évidemment, scanner le code pour en apprendre davantage. Ça nous amène sur un site, soit Wikipédia ou sur un site de l'artiste en question. Et là, on a sur notre téléphone toute l'information, la bio de l'artiste qui nous a inspirés. Est-ce que ces œuvres-là sont à vendre? Oui. Aussi? Oui, aussi. Comme une exposition habituelle. Habituelle avec le prix, donc les gens peuvent savoir s'ils veulent en prendre possession. Oui. Là, dans le fond, ça fait quand même quelques jours que tout ça a commencé. Vous avez même aussi des activités ou des cafés-rencontres ou des ateliers, des conférences? Ça a commencé jeudi passé par le vernissage. En fin de semaine, on a eu une activité d'une historienne qui est venue nous parler des histoires de femmes artistes. Là. C'était bien intéressant. On était une vingtaine de personnes à assister à la conférence. Puis la conférencière, c'est une libraire en chef de la librairie moderne. Qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce qui vous a surpris dans ce qu'elle a dit, cette conférencière? Ce qui nous... Bien, appris, on savait que les femmes artistes en ont arraché comme dans tous les milieux au début du siècle, puis jusqu'à pas très longtemps. Mais elle nous racontait l'histoire de chacune de ces femmes-là, qu'est-ce qui les a démarquées, puis leur talent qui était caché, puis elle disait annulé par certains hommes qui disaient bien, que c'était eux qui étaient, comme vous disiez tantôt, la peinture, ça devenait d'eux. Là, mais ils étaient vraiment... Puis on leur permettait s'ils faisaient de la peinture ou du pastel, bien, c'était un art mineur, ça ne valait pas la peine d'être vu. Fait que ça nous choquait un peu plus que surprendre. Là. Oui, vraiment, c'était bien intéressant. Il y avait des gros préjugés, hein, c'est ça? Ah oui, bien oui, il n'y avait pas le droit de rien faire, en fait. Puis s'ils vendaient, dans le temps qu'ils vendaient les peintures à la monarchie, parce qu'ils faisaient les peintures des rois et des reines, bien l'argent qu'elles rapportaient, bien c'était pour leur mari ou leur conjoint. Ils n'avaient pas le droit d'avoir de l'argent. Mais il y avait toutes sortes de préjugés, dans le fond. Il y avait des préjugés sur le fait de peindre ou il y avait des préjugés sur le choix du matériau, il y avait des préjugés sur tout, finalement. Oui. Ce qu'ils pouvaient faire, c'est ça. Ils appelaient ça de l'art mineur, de l'art gentil, de l'art féminin.
comme si c'était moindre, puis souvent meilleur. Les nouvelles étaient meilleures. Alors ça nous a... Ça a animé des discussions, mettons, cette activité-là. Bon. Artaud est ouvert du mercredi, jeudi ou dimanche? Jeudi au dimanche, après-midi. Le jeudi de 13h à 17h et la fin de semaine, samedi et dimanche, de 13h à 16h. OK. Donc, du jeudi au dimanche, Artaud, donc cette exposition-là jusqu'au 26 mars. Donc, encore plusieurs journées, quelques semaines, donc, pour aller visiter le tout. Donc, ça occupe évidemment cette case horaire du mois de mars. Oui. Sinon, vous, votre propre production, comment elle va comme artiste? Bon, vous avez fait une carrière dans l'enseignement, dans l'éducation pendant très, très longtemps. Là, maintenant, comment on se sent quand on est retraité, artiste, qu'on a des projets comme ceux-là? Comment ça... Bien, c'est très motivant. Ouais. Moi, j'ai présenté ce projet-là à Artaud l'an passé. Et puis, ça a été motivant. Ça a été très bien accueilli de la part d'Artaud, naturellement. Puis, avec toutes les activités, bien, je ne suis pas très loin non plus de mon ancienne vie d'éducation, en mettant des activités un peu pédagogiques aussi. Ludique. On apprend là-dedans. Ouais. Fait que pour moi, c'est bien motivant. Là. C'est agréable de faire ça. Les activités, bien, l'expo va se poursuivre aussi jusqu'au 26, comme vous avez dit. Mais après ça, il s'en va sur les murs du complexe Le Sieur, parce que Complexe Le Sieur est notre partenaire, puis c'est grâce à lui que nous avons les activités, là. Donc, l'exposition aura donc une deuxième vie, mais dans les corridors du complexe Le Sieur à Saint-Luc. C'est ça, jusqu'au 30 juin. Donc, elles sortent de l'ombre, ça dit ce que ça dit. Donc, une exposition gratuite chez Artaud jusqu'au 26 mars et en continuité, donc chez Le Sieur au printemps jusqu'au mois de juin. Un gros merci à vous, puis une belle curiosité. Les gens qui cherchent des activités, on commence à se mettre le nez dehors un peu, à prendre des grandes marches. Du jeudi au dimanche, on peut s'arrêter sur la rue Saint-Jacques. Le mois de mars est tranquille habituellement. Tout alors, à fait. C'est un bon moment de l'année pour prendre des petites marches à l'extérieur puis aller se réchauffer quelques minutes et voir de belles choses. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. La SNQ Richelieu Saint-Laurent organise un café rencontre dimanche le 19 mars, Bibliothèque Saint-Luc. L'idée, c'est de célébrer la francophonie. À demain. Bye-bye.